4chan. Voici probablement l'un des sites connus les plus polémiques d'Internet. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez probablement déjà un semblant d'idée de pourquoi le site est autant controversé. Soit parce que vous connaissez certains de ses débordements les plus sombres, l'histoire de ces communautés incel et complotistes, ou peut-être tout simplement parce que plus jeune, vous aviez l'habitude de trouver refuge dans les discussions ouvertes et anonymes sur tout un tas de sujets que le site propose. Mais malheureusement, même si cette seconde facette existe, laissez-moi vous dire que sa réputation n'est de loin pas usurpée. Déjà parce que le site n'a absolument aucune modération prévue pour limiter les débordements, aussi parce que lorsqu'on s'intéresse aux horreurs du site, il prend une toute autre dimension, tout simplement parce qu'on se rend compte du nombre de personnes pour qui ces discussions en ligne ne suffisaient plus, qui ont décidé de leur donner vie en les convertissant en actes sordides. Et juste à côté, d'à quel point certains internautes narrant leur vécu anonymement ont pu vivre des enfers dans la vraie vie. C'est une plateforme à l'ambiance assez particulière en vérité. À commencer par son design, le site a l'air d'être resté bloqué dans une autre temporalité et reste encore aujourd'hui ce simulacre obscur des boards de discussion japonais du début des années 2000 qui avait tant inspiré son créateur. Malheureusement, si on en parle encore tant 20 ans après sa création, c'est surtout parce qu'il semble incarner un espace de discussion où la désinformation et le macabre sont absolument partout. Alors, est-ce vrai ou ce propos est-il à nuancer? Nous aurons l'occasion de répondre à cette question. Mais pour ce faire, nous n'avons d'autre choix que de plonger au cœur du site. Je vous propose donc d'explorer ensemble ces horreurs de 4chan. Aventurons-nous dans ces recoins les plus sombres. Mon histoire. Je vis dans une ferme au Danemark depuis le début de ma vie. Je possède des animaux et la plupart d'entre eux sont des moutons. Une nuit, j'entends un cri à glacer le sang. Et le lendemain matin, je n'ai rien remarqué de bizarre. Mais le jour suivant, j'ai vu mon père traîner une carcasse de mouton. Il m'a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. La moitié gauche de son visage avait disparu, jusqu'à l'os. Je sors pour vérifier le cadavre. Il a raison. Non seulement la chose a mangé proprement la moitié de son visage jusqu'à l'os, mais elle a aussi dévoré sa langue et son oreille gauche. La situation autour de la tuerie est trop inhabituelle pour qu'il s'agisse d'un des nombreux aigles ou faucons de la région qui n'attaquent jamais les animaux de cette taille. S'il s'était agi d'un énorme renard ou autre, il n'aurait pas ciblé uniquement le visage. Une semaine ou deux plus tard, je suis assis dans ma chambre. Vers 19h, j'entends des bruits très inquiétants en provenance de la cuisine. C'est mon chat qui est en train de devenir complètement fou. Pendant qu'il fait ses bruits, il regarde dehors dans l'obscurité. Je ne vois rien du tout. Environ 2 secondes après être entré dans le champ de vision de la fenêtre, mon chat s'arrête et saute vers moi. C'est quoi ce bordel? Le lendemain, vérification des moutons. Un autre mouton est mort. Exactement le même schéma. J'ai vu ma part de moutons morts dans les champs. Et laissez-moi vous dire que les dernières choses à disparaître sont toujours les oreilles. Les oiseaux ne mangent pas ces putains d'oreilles. Quelque chose de plus gros ne mangerait pas directement la moitié de son visage. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, rien de plus gros qu'un renard ou de grands oiseaux prédateurs ne vit dans cette région. Je vous prie de me dire que j'exagère et qu'il ne s'agit pas d'un cryptide ou d'une autre connerie. Ce que je viens de vous lire, c'est une green text story. Elle a été raccourcie pour convenir à la vidéo et je vous épargne les propos problématiques qui parsèment l'histoire. On reste sur 4chan. Mais sachez qu'il s'agit là du format de narration principal du site. Ces anecdotes sont composées de phrases courtes commençant par ce signe, ce qui leur donnera cette couleur verte sur le forum. Elles peuvent concerner des histoires personnelles, des expériences étranges ou même des fictions, et elles incarnent à elles seules une sorte de folklore d'Internet. Elles sont écrites de manière impersonnelle afin qu'on puisse s'identifier au récit et presque aucun prénom n'est jamais donné, ce qui est assez symptomatique en vérité, d'un réseau créé dans le but d'offrir un anonymat à ses utilisateurs. Elles restent par contre souvent parsemées de mèmes plus que douteux et de blagues edgy, eux aussi symptomatiques en vérité d'un réseau de ce type, où les gens se sentent tant protégés par l'anonymat qu'ils en deviennent souvent irrespectueux car aucune conséquence ne leur parvient. Les green texts sont brefs dans leurs propos, elles ne fournissent que les détails essentiels, ce qui les rend à la fois accessibles, authentiques et particulièrement adaptés à des récits horrifiques. Elles nous laissent imaginer l'ampleur d'un événement sans trop en dire puisque généralement le récit vient lui-même d'une personne qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Ce n'est donc pas très étonnant qu'elle rencontre un grand succès sur le board X, le sous-forum paranormal de la plateforme, et ce n'est donc pas très étonnant non plus qu'il s'agisse là de la première chose sur laquelle on tombe lorsqu'on recherche de l'horreur sur le site. Ce format d'histoire est une sorte d'équivalent des subreddits No Sleep ou Let's Not Meet, avec des histoires qui peuvent être vraies, mais pas forcément.
D'ailleurs, le site a ses propres codes et préférences horrifiques. Les cryptides et autres créatures, dont l'existence n'est que supposée, sont par exemple un sujet de discussion majeur sur 4chan. Je ne compte plus le nombre d'histoires de ce type qui concernent des rencontres avec des skinwalkers, ces créatures du folklore navarro qui voleraient votre peau pour vous usurper. Mon histoire. Je travaille tôt le matin dans une usine située dans une ville entourée de parcs nationaux et de montagnes où vivent de nombreuses tribus amérindiennes. Je travaille vers 5 heures du matin. J'ai besoin de quelque chose dans l'entrepôt. Un bâtiment séparé situé à environ 300 mètres de l'usine principale et derrière lequel se trouve une épaisse zone boisée, à peu près à mi-chemin de l'entrepôt. J'entends un type crier derrière le bâtiment, près de la forêt. On dirait qu'il dit « Éloigne-toi de moi ». Non, arrête. Je ressens un sentiment de danger primitif. J'ai une crainte que ce soit notre cariste, alors je commence à le chercher et à l'appeler par son nom. « Anon, tu es là ?» Pas de réponse. Je cherche dans chaque pièce de l'entrepôt. Il n'y est pas. Je décide donc de m'en aller car je ne veux pas me faire dépecer. Alors que je m'éloigne, les cris s'arrêtent et au même moment, le gars du chariot élévateur sort de l'entrepôt. J'ai pourtant bien fouillé cette pièce et il n'y était pas. Il essaye de me parler, mais il est vraiment très bizarre. Il rentre chez lui malade ce jour-là. Je ne l'ai pas revu depuis une semaine. Mon collègue a-t-il été remplacé par un skinwalker ? Évidemment, ce genre d'histoire reprend les codes des anciennes creepypastas comme le Rake ou certains SCP. Elles n'ont pas pour but de paraître vraies, simplement de dépeindre des rencontres inquiétantes dans des récits immersifs. Elles se basent souvent sur une unique mécanique inquiétante qu'elles vont développer, la découverte d'un cadavre comme dans l'histoire des moutons ou un personnage au comportement anormal comme ici. Par contre, soyons honnêtes, même si la rencontre avec quelqu'un d'anormal peut être vraie, la tendance un peu complotiste du site se retranscrit clairement à ce niveau-là, car à peu près n'importe quoi sera valide pour considérer quelqu'un comme un skinwalker. Un autre sujet particulièrement apprécié sur le site, c'est les glitches de réalité. L'un des sujets de discussion signature du board X, qui vont très souvent concerner des théories de bugs dans la matrice et qui ressortent en permanence lorsqu'il s'agit de chercher des explications par rapport à des distorsions temporelles ou autres anomalies de notre perception. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti récemment. J'ai eu l'impression d'avoir sauté 6 ans de ma vie et de me réveiller tout récemment en 2016. Il y a chez moi des paquets de nourriture périmés datant de 2010, des notes et des objets que j'avais placés dans la maison qui datent de 2010. J'ai des photos et des données stockées sur cet ordinateur qui datent d'entre 2009 et 2011. J'ai l'impression d'avoir été hors de mon corps pendant 6 ans, d'avoir été dans un coma ambulant pendant tout ce temps. En 2010 ou 2011, il s'est passé quelque chose qui m'a fait perdre la notion du temps et de l'espace. Au cours de ces années, je me souviens avoir pris des drogues dures. Peut-être que ça a perturbé la chimie de mon cerveau en ce qui concerne le temps et la mémoire à long terme. Pendant 6 ans, je n'ai pas pu me souvenir d'une seule chose, qu'il s'agisse d'un événement ou autre. Cela me fait vraiment peur et m'angoisse. Il y a 6 ans, j'avais un couple de voisins qui promenait son chien tous les après-midi et avec qui j'engageais à chaque fois la conversation. Aujourd'hui, j'ai appris que le mari était mort d'un cancer et leur chien de vieillesse. Aujourd'hui, je ne vois plus que la veuve fumant sa triste cigarette sous son porche de temps en temps. J'ai le sentiment étrange dont je ne peux me défaire que le temps s'est écoulé sans moi. Mon corps s'est également détérioré, j'ai des douleurs et des rides que je ne connais pas. Je crois que je deviens fou. Les histoires de glitch de réalité sont troublantes et peuvent facilement, là aussi, être portées par une seule mécanique horrifique, comme le simple fait de ne pas se souvenir de quelque chose ou alors l'exact inverse, une sensation de déjà-vu qui deviendrait tout de suite une bribe d'une autre réalité. Ces récits se basent donc sur des sensations bizarres que tout le monde a déjà pu ressentir, qui peuvent donc assez bien se lier au côté impersonnel et condensé green text, raison pour laquelle ces récits de glitch sont encore si présents sur 4chan alors qu'ils paraissent généralement soit fake, soit complètement extrapolés. Mais bon, de toute façon, l'extrapolation et les théories sordides font partie du paysage culturel du site. Beaucoup de théories du complot bizarres y ont vu le jour, comme par exemple l'accident de volleyball de 2006, une histoire aujourd'hui assez connue où un utilisateur cherchait à introduire des souvenirs d'une fausse tuerie dans une école dans l'imaginaire collectif. Une tuerie qui aurait été cachée par les États-Unis pour ne pas faire peur à ses citoyens ou qui, selon une hypothèse secondaire, aurait même été perpétrée par les autorités elles-mêmes. Ce côté complotiste du site est assez difficile à cerner. C'est complexe de déterminer qui est un énorme troll et qui ne l'est pas, qui invente des théories fumeuses pour rigoler et qui y croit, qui cherche à faire de la désinformation pour troller et qui la diffuse en pensant qu'il s'agit de vraies informations. Vous comprenez maintenant le contexte dans lequel vont s'inscrire les cas dont nous allons parler. Un réseau social bordélique où la désinformation cohabite avec la réalité, où
beaucoup de gens aux pensées extrêmes se rencontrent, s'entraînant mutuellement dans des complots bizarres. Un endroit où la fiction a sa place comme nous venons de le voir, mais où parfois, malheureusement, la réalité refait surface, notamment à cause de l'anonymat que garantit le site, et qui entretient une certaine culture de la provocation, permettant à certains internautes de se cacher derrière cette couverture, pour se livrer à des actes impardonnables, ou pour en encourager d'autres à s'adonner à des comportements dangereux pour leur propre vie. Salut au board B. C'est fini. Ce soir, je mettrai fin à ma vie. En tant qu'ancien utilisateur de 4chan depuis 2004, j'ai pensé que je pourrais enfin rendre quelque chose à la communauté. Tout ce que je demande, c'est que vous me donniez un lien vers un site où je peux diffuser ça en direct. Voici le post d'un internaute du nom de Stephen, âgé à ce moment-là de 20 ans, et qui estime devoir rendre quelque chose à 4chan, un semblant du divertissement qu'ils lui ont apporté durant plus de 9 ans, en leur proposant la plus sombre des diffusions en direct, celle de sa mise à mort. Il y a ceci dit une barrière entre son idée et sa réalisation, car 4chan ne propose pas de service de streaming. Mais si vous pensez encore que ceux à qui il s'adresse vont le dissuader de réaliser son projet, eh bien non. Un internaute s'empresse même de lui créer une room sur Chattin, une plateforme de direct liée à 4chan. Et le soir même, Stephen est donc fin prêt. Il lance son live sous les encouragements de plus de 200 viewers divisés entre leur part de morale et l'envie de satisfaire leur curiosité morbide. Il commence donc par consommer de l'alcool et des médicaments en forte dose avant de bouter le feu à sa propre chambre à l'aide d'un grille-pain. Et une fois le feu démarré, il se réfugie sous son lit, continuant d'écrire des messages sur le chat du live, tels que #je suis mort ou #mon Dieu je suis en feu. La caméra survit néanmoins jusqu'à l'arrivée des pompiers qui parviennent à dégager son corps inconscient de sous son lit. Aujourd'hui, il a survécu, a souffert de brûlures graves mais non mortelles, et nous n'en savons pas beaucoup plus. Peu d'informations sont disponibles sur les suites de l'événement, mis à part qu'il aurait eu lieu dans un dortoir de l'université de Guelph au Canada, mais je vous le présente parce que c'est probablement l'un des 4 défis en ligne encouragés par 4chan les plus troublants. Rappelez-vous qu'à la base, la survie ne faisait pas partie de son équation. Il souhaitait véritablement mourir pour 4chan, et même si ce défi dissimule probablement une grande souffrance du côté de Stephen, il témoigne tout de même d'une chose. Pas grand monde ne vous raisonnera sur ce site, et les commentaires de ceux qui vous raisonneront seront noyés au milieu de ceux qui cherchent à vous pousser dans l'irréparable et qui, encore une fois, savent qu'ils ne seront jamais poursuivis pour vous avoir influencé. Comme je le disais précédemment, 4chan est un réseau où la culture de la provocation a tant eu sa place qu'une grande partie de ses utilisateurs sont là pour encourager des actes pour le choc. C'est donc sans surprise que le cas de Stephen s'inscrit dans une longue liste d'utilisateurs qui ont cherché à divertir le site ou à se divertir eux-mêmes au travers de défis sidérants. Je ne vais pas tous vous les citer, il y en a tellement qu'on pourrait faire un iceberg uniquement sur les trolls et les défis dangereux encouragés par 4chan, mais vous connaissez probablement l'histoire de l'orteil par exemple si vous vous êtes déjà intéressé au site. Le cas d'un utilisateur qui avait posté une photo d'une égratignure qu'il avait sur le gros orteil avant de demander à la communauté ce qu'il devrait en faire. Le commentaire le plus mis en avant sera celui d'un internaute qui lui proposera de le couper. Et disons que tout aurait pu et dû s'arrêter là, mais non, il s'exécutera dans les heures qui suivirent. Je coupe la circulation, ça peut prendre un peu de temps. C'est pas fake, il y a des photos de tout le processus. Je vous déconseille honnêtement d'aller les voir, c'est très graphique et aussi assez terrifiant de voir jusqu'où cet internaute a pu aller pour un peu d'attention. Et encore une fois, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Il y a par exemple le cas d'un internaute qui a volé un crâne dans les catacombes de Paris pour ensuite mettre son pénis dedans sur demande d'autres internautes. J'ai pas besoin de vous expliquer en quoi c'est absolument irrespectueux pour la personne à qui appartient le crâne, sa famille et pourquoi c'est déplacé, mais bref, ces cas de recherche d'attention extrême où leurs utilisateurs se sentent galvanisés par les encouragements au point de transformer un troll en acte sont nombreux. Mais au moins, si je peux le dire comme ça, ceci n'impliquait qu'eux-mêmes. Car un autre type d'affaire très présente sur 4chan, c'est justement les histoires de trolls qui dissimulaient leurs intentions. Ça peut paraître peu clair pour le moment, mais vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Ça, c'est un post absolument innocent en apparence. Un internaute y partage une recette un peu spéciale, ceci dit, puisqu'elle n'a pas pour but d'amener à un plat, mais à une réaction chimique. Une réaction chimique qui aurait pour but de synthétiser ces jolis cristaux roses en mélangeant de l'ammoniac, du bicarbonate de soude, du sel ou encore de la javel. Ceux qui ont des connaissances en chimie ont peut-être déjà cerné le problème, mais si vous pensez encore que ce bonne chance de fin de post est celui de quelqu'un heureux de partager son expérience favorite avec son site préféré, vous êtes bien loin du compte, car savoir si cette réaction produit ou pas des cristaux, ce n'est pas le débat. Elle synthétise surtout de la chloramine,
un gaz particulièrement toxique. Merci au Board B, je viens tous les jours sur ce site depuis 2 mois et je participe toujours à des trucs et je fais des trucs que le site dit. Mais cette fois-ci, ça m'a presque tué. Je suis en train d'écrire ça depuis l'hôpital parce que j'ai failli en mourir. Une espèce de merde a posté un truc pour faire des cristaux avec des trucs normaux que tout le monde a chez soi. Si je me souviens bien, c'était de la soude, du sel, quelques centimes, le cuivre était nécessaire, de l'ammoniac et un peu de javel. Le médecin a dit qu'il avait trouvé du gaz moutarde ou quelque chose comme ça dans mon corps. What the fuck, et j'ai perdu connaissance pendant quelques jours. Je dois rester ici encore une semaine et mes parents ont coupé internet. J'espère que vous creverez tous. Un autre troll qui avait aussi fait grand bruit il y a quelques années, c'est l'expérience de la cuillère, qui s'inscrit aussi dans ces dérapages complets. Ici, cet internaute vous propose d'envelopper une cuillère dans du ruban adhésif, pour ensuite la chauffer au briquet, avant de la faire drastiquement changer de température en la plongeant dans de l'eau froide. Son résultat, il vous propose de l'observer par vous-même. Et oui, disons qu'il reste en mémoire, puisqu'à ce moment-là, si tout a été correctement fait, la cuillère en métal vous explose au visage, comme à ces utilisateurs qui se sont retrouvés complètement défigurés après l'avoir essayé. Ces événements sont des débordements type de 4chan qui ont marqué l'histoire du site. Avec tout ça, je cherche à vous donner une vague image plus claire de ces débordements. Mais en voici un qui est particulièrement terrifiant, l'étrange histoire du stalker de UTV. Nous sommes en 2013, lorsqu'un utilisateur du pseudonyme de UTV commence à se faire connaître sur les boards sportifs de 4chan. Il n'est ceci dit pas connu pour sa bonne réputation, non, loin de là, puisque UTV est clairement raciste dans beaucoup de posts et il répond toujours aux trolls de manière violente, ce qui accentue évidemment leur envie de jouer avec ses nerfs. En 2013, il est extrêmement actif sur le site, et aussi tellement désagréable que personne ne l'aime, soyons honnêtes. Personne, à part un utilisateur, qui scrute soigneusement chacun de ses posts depuis quelque temps et qui commence à montrer une étrange fascination pour UTV. Une fascination qui va gentiment se transformer en l'un des cas de stalk en ligne les plus troublants qu'ait pu connaître 4chan. Cet utilisateur étrange se fait appeler l'archiveur. Comme son nom l'indique, il archive tous ses posts, et en plus de cela, il le harcèle clairement de messages, ce qui résulte d'un lourd changement d'humeur du côté d'UTV qui commence à ne plus être uniquement agressif dans ses réponses. Non. Il a aussi peur visiblement. Et pour cause, cet internaute est carrément bizarre. Il poste même des vidéos YouTube qui lui sont dédiées. Alors, elles ne sont plus disponibles aujourd'hui, mais apparemment elles étaient particulièrement menaçantes. Et aussi, il imprime l'entièreté de ses posts pour les garder auprès de lui. Mais à ce moment-là, vous pourrez toujours me dire que... on est sur 4chan. Il peut s'agir d'un troll, un troll certes étrangement impliqué, mais un troll tout de même. Et c'est une idée qui est revenue tout le temps, jusqu'au dernier post de l'archiveur. Le 6 octobre 2013, l'archiveur déclara devoir quitter 4chan, et il livra par la même occasion l'une des créations les plus bizarres et malsaines postées sur la plateforme. Depuis 3 mois, il a dédié plus de 1500 posts à UTV. Il a collecté tant d'informations que cela lui a permis d'achever son œuvre. 255 threads. J'ai été avec UTV depuis 255 threads. Celui-ci est le dernier. Mes parents ont découvert mes travaux sur UTV et ont insisté pour que je supprime tout ce qui est de ce type de mon ordinateur et que j'arrête complètement. Ils vont désormais surveiller mes activités pour s'assurer que je ne recommence plus. Ils m'ont donné 1 jour pour tout supprimer et ceci est mon dernier message. Je suis désolé pour UTV et j'espère qu'il le verra et le comprendra. J'ai encore un cadeau à partager avec lui. Ce document de 97 pages contient tous les travaux personnels que j'ai créés et qui impliquent UTV de quelque manière que ce soit. C'est pour lui. J'aimerais que personne d'autre ne le lise. Cependant, je ne peux pas vous empêcher de le faire. Ces 255 threads ont tous été extraordinaires et je ne les oublierai jamais. Ce simple lien que vous voyez ici renferme l'étendue de la production de l'archiveur. Voici le Filmarillion. Pourquoi UTV ? UTV a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il a un certain magnétisme, il est drôle, intelligent et poste suffisamment pour que je puisse archiver ses messages sans réel problème. Il m'attire et me complète. Notez que ce n'est pas une tentative de dox ou de révéler la véritable identité d'UTV. Je n'ai aucun intérêt pour ses idéaux et je veux qu'il soit là le plus longtemps possible afin que nous puissions poursuivre notre relation fructueuse et illimitée. Le Filmarillion, c'est donc un manifeste inquiétant à la gloire de UTV.
Il contient des poèmes, chansons chantant ses louanges, ses œuvres graphiques créées de ses messages, mais aussi des images d'objets absolument improbables. Regardez par exemple cette ceinture décorée de ses postes ou ce paillasson serti d'insultes de ses détracteurs. Ma première idée d'invention est un paillasson auquel sont attachés des postes de Haters UTV, afin que je puisse m'essuyer les pieds dessus en entrant et en sortant de chez moi. L'image montre le schéma initial. Encore une fois, cette compilation d'idées insensées peut faire sourire. Mais elle pourrait faire sourire si le Filmarillion ne contenait pas une quantité folle d'écrits hyper dérangeants dans lesquels l'archiveur se projette avec UTV. Car oui, tout au long de son ouvrage, il imagine sa vie avec lui. Voici par exemple l'appartement qu'ils occuperaient tous les deux, ou encore cette page où il fantasme l'enterrement de ce dernier, développant sur le fait qu'ils font faire un événement qui lui correspond et qu'il se doit de lui faire honneur. Je rappelle évidemment qu'ils ne se sont jamais rencontrés, mais pour le moment, c'est encore juste bizarre entre guillemets, pas menaçant, et on peut toujours mettre une distance par rapport au dire du stalker. Mais à un moment donné, on arrive sur une page qu'on ne peut pas ne pas voir. Elle dénote des autres car elle a ce texte bizarre en son centre, et cette fois-ci, l'archiveur semble laisser transparaître quelques-unes de ses véritables intentions. Note de rançon UTV. Il s'agit d'une note de rançon composée à partir de textes figurant dans ses messages. Si jamais je devais le kidnapper, c'est ce que j'enverrais. Je pourrais ensuite discuter du scénario, de l'endroit où je le garderai, de la façon dont je maintiendrai sa sécurité, etc. Nous avons votre fils. Nous demandons au moins 40 millions de pounds pour vous le rendre car nous avons peu d'argent. Nous vous enverrons un morceau de lui chaque semaine où nous ne recevrons pas les 40 millions. Peut-être enlèvera-t-on son pied et le forcera-t-on à manger des patates avant de vous envoyer son gros et petit corps. Cette lettre est suffisamment vague tout en étant menaçante. De toute évidence, l'adresse n'est pas nécessaire puisqu'une adresse postale serait incluse dans la lettre adressée à ses parents. Je le garderai dans ma salle de bain. Il serait ainsi caché et ne pourrait pas faire beaucoup de bruit. Il pourra également voir mon corps nu sans se sentir effrayé ou avoir l'impression que je lui fais des avances sexuelles. Je ne lui ferai pas d'avances sexuelles, mais le fait de voir mon corps nu lui permettra de mieux me connaître. Bien sûr, je blufferai et je ne permettrai jamais qu'un mal soit fait à mon trésor le plus cher. C'est profondément déviant comme projection. Il fantasme clairement le fait de le séquestrer et lui imposer des avances sexuelles non consenties qu'il ne considère même pas comme des avances sexuelles. Sans oublier sa manière perturbante de narrer la situation en permanence à cheval sur un amour délusionnel qui lui fait dire qu'il veut le protéger, mais tout en souhaitant clairement porter atteinte à son intégrité physique. Il évoque ensuite aussi sa démarche de protection de ce dernier, qui consiste concrètement à créer un compte Facebook du nom de Phil, prénom présumé de UTV, afin d'absorber les messages de harcèlement et de dox à son égard. Il nous présente aussi ses créations numériques surréalistes au sens littéral du terme. Elles ont vraiment une aura particulière et elles sont empreintes de l'obsession lugubre de l'archiveur. Une fois passée cette liste de noms de fichiers, qui sont en vérité toutes les images qu'UTV avait pu poster sur 4chan depuis le début des agissements de son stalker, nous arrivons ici, dans le journal de l'archiveur, où chaque jour il écrivait sa vision des postes du jour de son trésor comme il l'appelait, et où il développe en long en large sur sa fascination. C'est honnêtement très oppressant à lire, c'est beaucoup plus écrit sous le coup de l'émotion que le reste, et pour cause, il écrivait bien à la base son œuvre comme uniquement destinée à celui qui l'animait. L'intitulé du 6 octobre 2013 marque le point final de l'ouvrage. C'est à ce moment qu'il a été stoppé par ses parents, laissant cet intitulé vide à jamais. Sa passion malsaine pour UTV grandissait de jour en jour. Qui sait ce qui aurait vraiment pu se passer s'il avait continué? Est-ce qu'il aurait fini par vraiment le chercher dans la réalité pour satisfaire sa fascination? Peut-être. Sachez en tout cas qu'aujourd'hui UTV n'est plus actif sur le site depuis bien longtemps, cette histoire semble l'avoir clairement forcé à fuir 4chan, et il a arrêté de poster très peu de temps après le post de l'œuvre magnum de son stalker, qui en plus de cela percevait clairement sa folie comme une bénédiction pour ce dernier. J'espère qu'il comprendra mon départ, mais j'ai un dernier cadeau à partager avec lui. Nous aurons l'occasion plus tard dans la vidéo de plonger à nouveau dans l'horreur, mais je vous propose de respirer un instant, en explorant l'un des glitches de réalité les plus documentés du site, l'étrange phénomène des villes fantômes. L'année dernière, je crois avoir trouvé une fausse ville, fausse comme celle du Truman Show.
Sur le board paranormal de 4chan, on peut se rendre compte d'une chose, d'à quel point la fascination de certains internautes pour les environnements vides est poussée. C'est d'ailleurs de là que part tout l'univers des backrooms, un univers fictif communautaire que nous avons eu le temps de voir naître, se développer, puis s'essouffler certes, mais qui témoigne tout de même de l'impact qu'ont pu avoir les espaces liminaux sur Internet, et d'à quel point certaines images exemptes de toute vie ont pu marquer les internautes. Imaginez donc l'impact lorsque vous traversez vraiment ces villes et qu'elles ne relèvent plus de la fiction. Est-ce que le Board X a déjà rencontré ce phénomène ? Plus précisément, le fait d'arriver en voiture dans une ville ou un endroit où l'on s'attendrait à trouver un grand nombre d'humains, mais où il n'y en a pas du tout. Ça m'est arrivé il y a quelques années lorsque j'étais allé avec ma famille à Hawthorne dans le Nevada. C'était un samedi après-midi et la ville comptait 3000 habitants, ce qui est peu. Mais il est certain qu'on verrait au moins une seule personne. Nous cherchions des toilettes, mais le McDonald's était fermé, les magasins étaient fermés, le casino était fermé et les hôtels étaient fermés. Nous avons donc décidé d'utiliser les toilettes publiques d'un parc que nous avons trouvé. Dans les toilettes pour femmes, il y avait de la merde partout, même sur la poignée de porte de l'autre côté. C'était absolument dégoûtant et je suis heureux que personne n'y ait touché. Les toilettes des hommes étaient un peu mieux, mais toujours très sales. Mais nous les avons tous utilisées. Après avoir terminé, nous sommes retournés à la voiture. De la musique a commencé à être diffusée par les haut-parleurs de la ville et nous avons accéléré jusqu'à sa sortie sans ralentir pendant 30 km. Il n'y avait même pas d'autres voitures sur notre chemin. C'est comme si la ville entière avait décidé de nous faire un prank. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? De plus, la ville est complètement entourée de bunkers militaires, d'entrepôts et de champs de mines, si ça peut aider. Mais pas un seul soldat en vue. J'en ai rencontré quelques-unes dans l'État de Washington et dans l'Oregon. C'est en effet très déstabilisant de se retrouver dans une ville et de ne pas pouvoir trouver une autre personne. Elle se trouvait également à proximité d'installations militaires. C'est vraiment très bizarre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des glitches de réalité. Si vous fréquentez souvent le Board X, vous devriez savoir de quoi je parle. Il y a un type particulier de glitch qui a souvent été rapporté et qui est exactement ce que vous décrivez. C'est un peu comme se connecter à un serveur de jeu en ligne où il n'y a pas de joueurs. C'est assez troublant comme récit, surtout lorsque les hypothèses concernent des bugs dans la matrice et autres théories paranormales ou du moins inexplicables. Et c'est d'autant plus troublant que le reste du thread est rempli de récits similaires, tous plus étranges les uns que les autres, comme si, tout au long de notre vie, quelque chose nous avait échappé. Des villes entières dérivant en bordure de notre réalité dont le fonctionnement ne ferait pas le moindre sens. Voici par exemple un internaute qui explique, durant sa première année d'université, avoir pris la voiture lors d'un moment d'ennui avec 3 amis, pour ensuite être arrivé dans la soirée dans une petite ville du nom de Muncie, théoriquement peuplée par 1 millier d'habitants. Mais c'est après avoir passé le cimetière, l'église puis le commissariat qu'ils vont se rendre compte de quelque chose de glaçant. Ils n'avaient croisé personne, pas même une voiture garée, comme si toute la population avait fui la ville quelque temps auparavant. De plus, aucune lumière n'était allumée alors qu'il faisait complètement nuit. Évidemment, plusieurs hypothèses se présentent à nous à ce moment-là. Il a peut-être simplement rêvé, et ça n'a certainement rien à voir avec un quelconque glitch dans la réalité ou autre théorie fumeuse. Vous en êtes si sûr ? Car il affirme ensuite qu'avant de s'y rendre, il n'avait jamais entendu parler de cette ville, se trouvant pourtant à 30 km seulement de là où il avait grandi. Et à ce moment-là, tant de questions fusent dans la tête des 4 amis qu'ils décident d'y remettre les pieds le lendemain, pour vérifier si ce qu'ils ont vu est bien réel. Le lendemain, nous y retournons et nos mâchoires tombent. Des voitures partout, presque chaque allée en avait une, probablement 20 enfants jouant au basket, des gens tondent les pelouses, des ouvriers municipaux peignent les bordures, des femmes font du jogging. Nous n'en croyons pas nos yeux. Il s'y passait plus de choses que dans notre ville natale. Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de Muncie avant ? Nous avons demandé à d'autres amis, aucun d'entre eux n'en a jamais entendu parler. Je n'y suis jamais retourné. Il y a quelque chose qui m'a fait peur, même quand j'y ai vu des gens. C'est probablement encore plus déstabilisant que s'il n'avait croisé personne. La ville aurait pu être abandonnée, mais non. Visiblement, elle fonctionne juste de manière insensée et contre-intuitive. Comment toute la population d'une ville aurait pu se coordonner pour faire disparaître toutes les voitures durant la nuit, pour qu'elles soient si actives au petit matin ? Et ça voudrait dire que tout le monde serait dans le coup, même les enfants qui jouaient innocemment au basket. C'est sordide comme hypothèse et ça ne tient clairement pas la route. Et j'aimerais m'arrêter à ce moment-là. Arrêter de générer des questions dans mon cerveau avec lesquelles je vais me torturer car les réponses claires n'existent pas. Mais pendant mes recherches, je suis tombé sur un cas encore plus étrange. Le récit d'un internaute qui s'est retrouvé seul dans l'une de ces villes, une ville isolée et surtout, une ville bizarre qui n'était pas si déserte que les autres. Je crois que j'ai trouvé une fausse ville l'année dernière, fausse comme celle du Truman Show.
Il est relativement tard, environ 22 heures lorsque cet internaute tombe sur cette fameuse ville. Il n'y a aucun service de réseau, aucun moyen de se localiser avec le GPS et un jazz léger émane des haut-parleurs qui se trouvent dans les rues. La faim commence à se faire sentir et il se met donc en quête de trouver à manger. Mais malgré que le KFC était ouvert et illuminé, il était absolument désert. Il en allait de même pour Jack in the Box. Le McDonald's, par contre, avait un caissier et un cuisinier qui semblaient tous deux s'ennuyer. Il prit commande, mais reçut des frites et des nuggets qui n'avaient rien à voir avec ceux habituellement servis chez McDonald's. Il n'y fait pas plus attention que ça et essaye de trouver un endroit où dormir, tombe sur une nouvelle personne à l'air ennuyé qui lui explique que son hôtel au parking complètement vide est pourtant complet. Mais le plus troublant, c'est ce qui suit. La personne qui l'accueille dans le second hôtel est le cuisinier du McDonald's. Attendez, quoi ? Et d'ailleurs ce dernier, lui aussi, affirme que malgré l'absence totale de voitures dans le parking, l'hôtel est complet. L'internaute se rend donc à un troisième hôtel. Et cette fois-ci, derrière la caisse, c'est le caissier du McDonald's. C'est encore plus bizarre, mais cette fois-ci, il a le réflexe de lui demander si c'était lui qui l'avait encaissé précédemment. Non, c'était mon frère. L'internaute finit par pouvoir dormir dans cet hôtel, un hôtel où le Wi-Fi existe mais ne permet de charger aucune page internet. Le lendemain, il se rend à nouveau au McDonald's, seul endroit qu'il avait servi la veille, et il remarque alors que la femme qui le sert au drive est celle qu'il avait refusée dans le premier hôtel. Elle lui donne un petit déjeuner qui n'a rien à voir avec ce qu'il vient de commander, et c'est alors troublé qu'il finit par quitter la ville. Mais en la quittant, il remarque qu'un portail automatique coulisse derrière lui, fermant alors l'accès à cette dernière. Je reviens sur la route. J'arrive enfin sur la 62. C'est pas vrai, j'aurais juré que j'étais sur la 89 quand j'ai décidé de m'arrêter et qu'il y a des montagnes qui séparent ces deux routes. C'est alors à ce moment-là qu'il récupère du réseau, ce qui lui permet de vérifier que rien sur Internet ne correspond à la description de cette ville bizarre, mais surtout que rien de ce qu'il a payé avec sa carte ne lui a été débité. Alors, ces internautes ont-ils vraiment nos clips à travers la réalité ou y a-t-il un moyen d'expliquer ces phénomènes ? Eh bien, retournons sur le thread, parce qu'il s'y trouve ce post décrivant lui aussi une situation similaire, mais qui développe aussi par la même occasion l'une de ses explications. Cet utilisateur explique après avoir roulé en voiture durant une longue période, s'être arrêté dans une station-service sur laquelle se trouvait une carte des environs. Il est très fatigué et décide donc de se diriger vers une ville environnante pour se reposer. Mais arrivé sur place, l'endroit est désert. Le sol est jonché d'ordures ménagères, de nombreux bâtiments sont barricadés de l'extérieur et la nature commence à reprendre ses droits. Un lourd sentiment d'oppression commence directement à se faire sentir pour l'internaute, qui quitte l'endroit au plus vite. Après avoir parcouru 1 kilomètre seulement avec sa voiture depuis la ville, un policier l'arrête. Il lui dit qu'il rentre simplement chez lui et questionne ce dernier à propos de la ville qu'il vient de traverser. Le flic lui répond alors que le ralentissement de la croissance économique dans la région a emporté de nombreux emplois, que la société forestière de la ville qui la tenait en vie a fait faillite, faisant alors monter les taux de criminalité, ce qui a poussé ses derniers habitants à la quitter et raison pour laquelle il contrôle aujourd'hui les sorties. Bref, au fil du temps, la ville était devenue une plaque tournante pour de nombreux trafics. Sachez donc que de nombreuses villes fantômes le sont pour ces raisons. La santé économique de leur région a chuté, poussant ses habitants à rechercher d'autres logements plus abordables que les appartements trop chers d'une ville qui dépérissait. Il est aussi possible que certaines villes aient simplement pour but de dissimuler une base militaire ou de subvenir aux besoins de travailleurs obligés de rester dans des endroits isolés durant de longues périodes. À ce moment-là, il est normal que ces agglomérations soient désertées durant certaines périodes de la journée, et au-delà de ça, eh bien, les fausses villes existent. Genre, vraiment, il peut juste s'agir de décors de films laissés à l'abandon et sur lesquels le temps a commencé à faire son travail, ou alors de zones de test pour des entreprises cherchant à essayer leurs inventions potentiellement dangereuses dans un environnement urbain mais désert, pour ne pas prendre de risques, comme ici, en Suède. Ce que vous voyez à l'écran est donc bien loin du fantasme du glitch de réalité, vu qu'il est le terrain de jeu d'Asta0, une entreprise cherchant à développer des véhicules autonomes. Nous sommes donc pour beaucoup de ces cas bien loin évidemment du fantasme du bug au sein de notre réalité, mais il faut tout de même s'avouer que certains de ces environnements sont particuliers, énigmatiques, parfois théâtre d'événements auxquels je n'ai juste pas d'explication, comme avec l'histoire du McDo, même si le hoax reste probable, mais pour ma part, et ça peut paraître bizarre, ils ont un aspect particulièrement apaisant.
Il y a 20 ans, un hacker et développeur web du nom d'Aubrey Cottle crée le site 420chan, un forum destiné aux substances psychotropes. Son nom est donc la contraction de 420, un chiffre important dans la culture du cannabis, et de Chan pour rappeler les bords d'images. Nous étions donc concrètement sur une version alternative à 4chan, une sorte de jumeau démoniaque à la manière de Guru-chan et son penchant pour le gore, mais sur celui-ci, les internautes pouvaient faire part de leurs expériences avec les psychotropes, ou demander des conseils de réduction des risques liés à la consommation de certaines de ces molécules, qu'elles soient illégales ou non. Mais comme tous les bords d'images, son usage premier finira un peu par dériver. Il a par exemple, au cours de son histoire, servi de base pour les Anonymous qui souhaitaient mettre en place des raids contre certaines plateformes comme Abo Hotel par exemple, ou de sites de discussion par rapport au catch. Mais il arrêtera néanmoins d'émettre le 1er juin 2022 et son nom de domaine sera vendu. Mais vous imaginez bien que si 4chan est anonyme et que des espaces de discussion similaires existent sur Reddit, avec son r/drugs par exemple, eh bien ça doit aussi exister ici. Ça semble presque logique en fait, que l'un des sujets les plus débattus sur un site anonyme soit celui des psychotropes illégaux. Certains pays ont des politiques particulièrement répressives à ce niveau-là, poussant leurs habitants consommateurs de substances à se terrer sur Internet, à se cacher pour simplement s'instruire sur ces sujets ou pour demander comment les consommer. Encore une fois, Reddit et beaucoup d'autres forums du style ont un sous-forum pour parler drogue. Ceci dit, 4chan n'en a pas. C'est généralement le board R9K et le board X, dont nous avons parlé en long et en large dans cette vidéo, qui vont abriter ces discussions. D'ailleurs, vous l'avez compris à ce moment-là de la vidéo, mais le board X ne se limite plus depuis bien longtemps au paranormal, mais concrètement à tout ce qui pourrait se rapprocher de près ou de loin de quelque chose d'inquiétant ou du moins d'illégal. Bref, dans ces discussions, des gens souhaitent généralement partager leurs expériences anonymement, demander des conseils pour consommer à moindre risque, ou chercher des outils pour vaincre leurs addictions. Mais au milieu de tout ça, certains souhaitent s'adonner à des tripes qui, sans le savoir, vont complètement déstructurer leur état mental et documentent sans s'en rendre compte leur triste descente aux enfers ou expériences traumatisantes. J'entre dans ma chambre, des bras de poupée sont éparpillés sur le sol et la porte claque derrière moi. J'entends des voix crier depuis la ventilation, d'une voix démoniaque. Elles disent « Donnez-nous vos doigts et vos orteils » en boucle. Les bras de la poupée commencent à me tirer vers le sol, la tête de la poupée bébé roule jusqu'à mon visage, et il lui manque un œil et elle commence à parler. Je commence à crier et je me pisse dessus. Du sang coule de sa bouche pendant qu'elle parle. Je vois une paire de sécateurs flotter sur la mer de bras. Le visage de la poupée lèche ma joue, en laissant son sang noirci sur mon visage. Je me réveille, assis dans le coin d'une rave. Les gens me regardent maintenant. Je vais me cacher aux toilettes et je commence à vomir abondamment. Un homme en vêtements sombres me trouve là. Il dit que j'ai fait un mauvais voyage. Je rentre à la maison et je remarque des bras de bébé sur le sol. Quoi ? Lorsque cet utilisateur a fait part de cette expérience, il répondait en vérité à une discussion 4chan sur les bad trips. Il sera alors reposté sur Reddit sur ce thread, Anon est en bad trip, et disons que les réactions furent plus que mitigées. Un vrai bad trip est largement pire que ça. Je le qualifierais de trip pas bon, désagréable. On comprend donc assez vite quelque chose. Les internautes sur ce type de sous-forum ont vu énormément de retours d'expérience, de trip reports comme on les appelle. Et ceux qui parviennent à les marquer, c'est ceux qui ont eu des répercussions dans la vie des usagers de substances. Peut-être qu'ils viennent donc mettre de côté l'expérience de quelqu'un et ça peut donc s'avérer un peu problématique. Mais c'est vrai que déjà, ils ne savent pas toujours ce qui a été consommé et que surtout, quand on explore plus profondément les posts de trip report sur 4chan, on les trouve. On trouve ces fameuses expériences qui ont marqué ceux qui les ont vécues, qui les ont terrifiés après la disparition des effets et qui ont profondément changé quelque chose dans leur psyché. J'ai été un gros consommateur de LSD toute ma vie. Quand les autres me disent de raccrocher le téléphone, d'arrêter, j'ai tendance à me forcer à retourner dans des tripes de cauchemars purs, volontairement. À chaque fois, je me sens de plus en plus fort parce que je peux ignorer complètement les choses difficiles qui se passent autour de moi pendant que je suis en train de triper. J'ai plus de 550 lourds trips de LSD à mon actif, et une fois en particulier, ça a changé ma vision des choses. Le 19 janvier 2022, j'ai décidé de prendre 300 microgrammes de LSD, tout en approfondissant des documents politiques et philosophiques. Comme je faisais des voyages depuis un certain temps, j'ai aussi décidé de commencer à écouter des stations de nombre, tout en lisant les documents pour voir s'il y avait des interactions entre la radio HAM et le LSD. Ce soir-là, cet anonyme consomme donc 300 microgrammes d'acide lysergique, une dose très conséquente. Mais malgré cela, il reste possible que tout ne se passe pas trop mal pour lui.
La tolérance au LSD, c'est-à-dire le phénomène selon lequel il vous faudra des doses de plus en plus grandes pour avoir les mêmes effets, s'établit extrêmement vite. Et s'il dit vrai concernant sa consommation passée de la molécule, il reste possible qu'il ne plonge pas en terrain hostile. Si seulement. À travers ce trip, ma vie est devenue un véritable cauchemar. Ce genre de choses ne m'était jamais arrivé. J'ai déjà été en proie à des trips terrifiants, mais rien comme là, où les posts sur internet me parlaient directement à moi, mentionnant uniquement des choses que seul le gouvernement fédéral ou la CIA connaîtrait. Les messages sur Reddit, Twitter, 4chan, YouTube, etc. ont commencé à se transformer en une énergie purement satanique. Je voyais des pentagrammes et des sigles se former à partir des icônes des chaînes et d'autres trucs subliminaux du genre MKUltra. Les messages sur internet ont commencé à parler d'une invasion extraterrestre, à dire des choses comme « nous sommes déjà là » et j'ai senti une véritable attraction gravitationnelle de l'intérieur et même les images sur internet ont commencé à m'attirer. Je n'ai jamais ressenti ce genre de choses, même sous DMT ou toute combinaison de MDMA avec des psychédéliques ou tout autre mélange fou que j'ai fait. J'ai senti que la chose qui m'attirait était interdimensionnelle et que j'étais attiré vers elle. Elle communiquait par télépathie en essayant de me convaincre qu'elle m'aimait ou qu'elle était Dieu et que je devais entrer soit dans la lumière, soit dans l'attraction gravitationnelle. C'était comme du contrôle mental. Internet fonctionnait toujours, mais il était détourné par cette force extrêmement malveillante. Je n'ai voulu choisir aucune des options qu'elle me proposait, car j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un piège, et que les deux options m'amèneraient à une sorte d'esprit de ruche dément. J'ai donc pris le pistolet qui se trouvait sur mon bureau. Je l'ai mis dans ma bouche. J'ai appuyé sur la gâchette. Instantanément, j'ai vu toute mon existence se remplir d'une lumière blanche extrêmement brillante. Je n'avais pas le choix d'y aller ou non. Elle m'a juste consumé. Et la chose suivante que je sais, c'est qu'après une milliseconde de cette lumière blanche, j'étais de retour à mon bureau et les choses revenaient littéralement à la normale. La balle était de nouveau dans la chambre de l'arme, mais le pistolet était dans ma bouche comme avant. J'ai lâché prise et la force maléfique a disparu, en grande partie. Gardez à l'esprit que tout cela s'est produit moins d'une heure après le début de mon voyage, donc le fait que je revienne à la normale ne signifie pas que les effets étaient en train de redescendre, car je n'étais qu'à 2 ou 3 heures de voyage à ce moment-là. Vous savez combien de temps dure environ une expérience avec le LSD, surtout avec une dose pareille ? Environ 12 heures. Imaginez donc à quoi a pu ressembler son expérience en la commençant de la sorte. Les jours suivants, des posts sur 4chan ont commencé à essayer de me convaincre que j'étais le Messie ou l'Antéchrist. Je suis calme maintenant et la vie va honnêtement bien en comparaison pour moi, mais c'était certainement la chose la plus bizarre de ma vie. Cependant, à ce jour, je vois encore occasionnellement des posts de 4chan qui s'adressent directement à moi. Ça pourrait certainement être une sorte de gouvernement avancé qui tente de prédire les pensées ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous ne me croyez pas ? C'est très bien, je ne sais plus trop quoi penser moi-même. Encore une fois, j'ai fait des voyages sous LSD où j'ai vu des démons, des extraterrestres et d'autres choses malveillantes, mais jamais de ma vie je n'ai ressenti une véritable attraction gravitationnelle télépathique par quelque chose d'extérieur à moi. C'était absolument terrifiant. Je crois maintenant à l'immortalité quantique. J'ai cette expérience et en lien avec ma polytoxicomanie, j'ai littéralement pris des quantités de Xanax, de Zolpidem, d'alcool, d'oxycodone, tous ensemble des dizaines de fois, et je me réveille bien à l'heure le matin avec peut-être juste une gueule de bois. J'ai également été impliqué dans des dizaines d'accidents évités de justesse en ce qui concerne les voitures, car j'ai besoin de vitesse dans la vie réelle. Voilà ce que je pense. Aussi insensé que ça puisse paraître, si j'étais vraiment schizophrène, je pense que je serais toujours dans cet état d'esprit, n'est-ce pas ? C'est parti en quelques heures. J'ajouterais qu'à l'époque où cette force d'invasion / d'abnégation prenait le dessus sur la réalité, j'écoutais les stations d'ombre et les radios amateurs qui s'époumonaient et pleuraient littéralement sur les radios HAM. J'entendais la peur dans leurs battements. Ils pleuraient tout en disant que c'était la révélation de la fin des temps et qu'il ne fallait plus sortir. Comprenons à quel point les retombées ont été violentes. Le trip de cet utilisateur l'a laissé avec des questions métaphysiques impossibles à résoudre avec lesquelles il se torturait du matin au soir tant elles le perturbaient et lui donnait la sensation qu'il venait de mettre le doigt sur des lois occultes régissant secrètement notre monde. Ouais, cool ta creepypasta. C'est probablement ce que je dirais aussi si l'OP n'avait pas tant de screenshots de cette fameuse nuit et de ses retombées. Les algorithmes autour de vous changent en fonction des substances que vous consommez. Lorsque vous prenez du LSD et de la DMT et que vous commencez à jouer avec des stations de nombre, quelque chose le reconnaît et vous pouvez voir votre réalité autour de vous se dégrader. Ils essayeront de vous donner 2 choix, n'en prenez aucun. De plus, les fréquences dans l'air seront si puissantes que beaucoup mettront immédiatement leur arme à la bouche. Une fois que les amplis des tours et des satellites sont allumés, le bruit est si fort qu'il en devient presque insupportable. Vous commencerez à entendre les bips, vous commencerez à voir. Ne vous fiez
pas ce que disent les entités. Elles essayeront de vous manipuler de toutes les manières possibles. Ignorez-les et regardez-vous vous-même. En regardant ces fenêtres entassées de manière chaotique, on comprend assez bien le schéma mental dans lequel cet utilisateur commençait à s'enfermer. Il voyait et pensait des choses que tout le monde lui confirmait comme réelles, soit par croyance, soit par pur troll. C'est évidemment hyper dangereux de lui faire croire ce genre de choses, mais vous savez à quel point 4chan peut être rempli de croyances New Age bizarres et de trolls les diffusant sans y croire. Le problème, c'est que quand quelqu'un est bloqué dans des schémas de pensée oppressants et est vulnérable mentalement, il peut y croire. Et pendant un certain temps, cet utilisateur y a cru. Sachez qu'ici, l'expression glowy définit des agents gouvernementaux infiltrés sur un réseau social. Fuck vos opérations MK Ultra, fuck vos narratifs. Les glowy restent fous parce que 4chan a atteint la suprématie temporelle quantique, mort du culte de la mort saturnien. Les voilà donc, ces expériences réellement terrifiantes, ces tripes qui ont poussé un usager à se mettre un canon dans la bouche et qui l'ont poussé à des hallucinations qui lui ont donné la sensation de mourir. Une sensation qu'il n'oubliera jamais et qu'il peut désormais décrire avec la plus grande des précisions. Ça nous amène donc à la seconde chose terrifiante sur laquelle on tombe généralement lorsqu'on creuse ce sujet. Ces internautes qui ont fait part de leurs intentions de consommer telle ou telle molécule sur le site et qui ne sont jamais revenus. C'est l'heure du cocktail foireux les gars, j'ai rempli cette bouteille avec rhum, expresso, alcool à la vanille, beaucoup de noix de muscade, une pincée de Nyquil, un médicament pour les symptômes grippaux, une dose entière d'oxycodone de 30 mg écrasé, crème de cannabis. C'est ce que j'appelle le moloko mineur. Soit je meurs, soit je fais un carnage. Essayons, et je vous tiens au courant. Update. Il est putain de mort, le mec est en fait mort, il n'y a rien de drôle dans ce post. En vérité, on n'a pas de preuve de ce que cet utilisateur avance. Mais il n'est jamais revenu et au vu de ce qu'il a pu consommer, c'est très probable. Les opiacés comme l'oxycodone, combinés à ne serait-ce que de l'alcool, font déjà un cocktail extrêmement dangereux, amenant des risques de dépression respiratoire très conséquents. En vérité, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Beaucoup de ces utilisateurs faisant part de ce qu'ils vont vivre avec une substance le font pour annoncer leur mort, sans être certains qu'ils vont mourir. Celui-ci n'est pas un cas isolé au niveau du « je vais faire de la merde », mais à côté, il y a tous ceux qui sont bien conscients de ce qu'ils font, et qui demandent à 4chan des dosages précis pour être sûr de rester inconscient à jamais. Je prévois de prendre de l'héroïne pour mettre fin à mes jours. Je fais 61 kilos et j'ai une tolérance basse. 1 gramme suffira-t-il ? C'est profondément déprimant à lire pour être très honnête avec vous, surtout lorsque personne n'essaye en retour de les raisonner. Tous les boards de discussion abordent à un moment donné le sujet des drogues, mais l'anonymat de 4chan permet ce côté expérimentation sur les autres, entre guillemets, où certains utilisateurs en poussent d'autres à tester des molécules pour voir ce que ça ferait, et où la parole sur le sujet est particulièrement décomplexée. Pour que vous vous rendiez compte à quel point elle est décomplexée, je suis tombé plusieurs fois lors de mes recherches sur des tutoriels complets pour synthétiser de la DMT par exemple, un hallucinogène psychédélique surpuissant. Ceci dit, vous avez peut-être remarqué quelque chose tout au long de cette vidéo. Ces cas peuvent nous choquer, mais ils vont difficilement choquer des internautes qui traînent sur un board d'images où ils ont tout vu. Mais par moments, l'horreur dépasse l'entendement et parvient tout de même à choquer les utilisateurs du site lorsqu'il est arpenté par des tueurs narrant leurs agissements. Nous arrivons dans le dernier recoin de 4chan, le plus sombre, celui des massacres. Évidemment, votre vision du site à ce moment-là de la vidéo est particulièrement négative. Mais avant de continuer d'enfoncer le clou, je me dois tout de même de nuancer un peu mon propos. Non, un site garantissant l'anonymat n'est pas forcément une si mauvaise chose. Il y a de nombreuses raisons pour vouloir être anonyme sur Internet. Certaines sont légitimes et d'autres juste légitimement dangereuses. Pour vous donner un exemple parlant, 4chan a par exemple permis dans son histoire à des minorités discriminées de correspondre sans tabou, et juste après à une horde de ravagés de passer leur temps à les harceler sans crainte de représailles. L'anonymat vous permet de protéger vos données personnelles et aussi, à côté, à des tueurs de s'échanger des armes. C'est un outil à double tranchant qui n'est pas forcément mauvais. Par contre, il amplifie largement ce que les gens seraient sans lui. Nuancer ce propos était, je pense, nécessaire, car comme je vous l'ai dit précédemment, les affaires qui ont le plus laissé leurs empreintes sur la plateforme, c'est celles qui concernent des tueries. Salut au board B, c'est le moment. Je m'appelle Neil McInnes et je vais au New River Community College, à Christiansburg en Virginie, à 10 minutes de Virginia Tech. Je vais vous donner tous les détails parce que les news ne le font jamais bien. Fusil à pompe Stephen 320, coup de chevrotine et balle,
Si ça ne fonctionne pas, cherchez New River Valley Public Safety. Je suis un peu nerveux parce que je n'ai jamais vraiment manipulé de fusil de chasse, mais j'ai eu l'occasion de le faire quelques fois avec la police de Christiansburg. Je suis ici à l'école, en train d'écrire ceci. Souhaitez-moi bonne chance. Ce jour du 6 mars 2013, Neil Massini s'ouvre le feu sur son campus, blessant 2 femmes. Heureusement, sa mauvaise maîtrise des armes à feu leur permettra de survivre. 4chan a suivi ses actes en temps réel, et là encore, personne ne l'a dissuadé de quoi que ce soit. Et il s'agit d'un cas de school shooting parmi tant qui ont été directement documentés par leur auteur sur ce site. En 2015, un utilisateur fait un thread pour alerter les utilisateurs de ne pas se rendre à l'école en ce jour s'ils habitent dans le nord-ouest des États-Unis. Dans la journée, Chris Harper Mercer ouvre le feu dans un collège de l'Oregon et tue 9 personnes. Les autres internautes avaient visiblement très bien compris son poste, mais avaient préféré s'amuser de la situation plutôt que d'essayer de l'arrêter. Tue-les tous pour nous. Rends-nous fiers, Anon. En vérité, la fascination pour les tueries de masse irrigue 4chan dans ses recoins les plus sombres. Ça va de la simple documentation true crime à des threads vraiment sordides où des utilisateurs vouent un culte à certains auteurs de tueries comme Elliot Rogers par exemple, symbole des communautés incel à qui des utilisateurs dédient des mèmes immondes, comme par exemple lorsqu'ils fêtent l'anniversaire de la tuerie. Oui, vous avez bien entendu. Et ce jour, ils le décrivent comme, je cite, le jour du Saint Elliot. C'est dégoûtant à lire, mais assez peu étonnant quand on sait à quel point les communautés incel sont présentes sur le site et y font du bruit. Ils se félicitent en permanence d'avoir été le berceau de la mentalité de certains tueurs. Mais parfois, ces tueurs ne s'adressent aux internautes que dans le but de les choquer. Et dans ces moments où une image de cadavre se retrouve sur un board d'image lambda, 4chan s'enflamme un peu, et il s'agit là aussi de cas de meurtres si brutaux que la curiosité morbide laisse place à la terreur, outrepassant certaines des enquêtes les plus perturbantes de la plateforme. Vous connaissez probablement le tueur du board B, par exemple, que j'avais déjà pu évoquer dans mon iceberg des mystères d'Internet, mais voici le cas qui m'a le plus troublé. Lui, c'est Marcel Hesse, un jeune adulte allemand qui est décrit par son entourage comme mentalement perturbé et qui ne s'est jamais remis d'un refus d'admission dans l'armée allemande quelques années plus tôt. À ce moment-là de sa vision, le milieu dans lequel il trouve sens le refuse. Il ne lui reste donc plus rien, il n'y a aucune hésitation, il doit mourir. Il tente donc de mettre fin à ses jours dans le plus bref délai, mais il rate. Et cette tentative ne se transforme pas en une réflexion sur la vie, mais plutôt en une frustration et un agacement extrême. Il ne peut pas se tuer, l'armée l'a refusé, il ne lui reste qu'une seule chose à faire, traumatiser Internet. C'est donc galvanisé de la plus grande des rages que le 6 mars 2017, Hesse commet un double meurtre d'une violence absolument sidérante. Son voisin, Jayden, est âgé de 9 ans, et ce jour-là, il accepte d'aider Marcel à installer une échelle chez lui. Il le suit à son domicile et est massacré de 58 coups de couteau. Toute la scène est filmée par Marcel, qui partage immédiatement ces images abominables à l'un de ses amis, qui, à son tour, les poste sur 4chan parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Sur les photos, on peut voir Marcel avec le corps, arborant un sourire malsain, les mains maculées de sang. C'en est cette fois-ci trop pour les internautes. L'acte dépeint semble bien avoir eu lieu, les autorités sont contactées et retrouvent le corps de Jayden au domicile de Marcel. Il est désormais traqué, mais il parvient néanmoins à se réfugier chez un ami qui ne sait pas qu'il est recherché pour meurtre. Et pendant qu'il l'héberge, Marcel diffuse un manifeste sur 4chan pour se défendre, expliquant qu'apporter à cette société corrompue ne l'intéresse pas et que ce meurtre, en gros, ça pourrait l'aider à écrire des histoires. Parce qu'il aime écrire des fictions. Sauf qu'en même temps, les médias continuent de placarder son visage partout, et son ami chez qui il se cache finit donc par apprendre que Marcel est recherché pour meurtre. Il le confronte directement, mais disons qu'il aurait dû garder ça pour lui. Appeler de l'aide, mais en tout cas pas le confronter. Les yeux de Marcel s'injectent de sang, il se munit d'une lame et poignarde son ami plus de 60 fois. La police le trouvera tôt ou tard, la seule chose qui lui reste à faire est de couvrir au mieux ses traces en brûlant la maison dans laquelle il vient de tuer. Sa cavale va durer 3 jours, et c'est lui-même qui finit par se rendre, affirmant simplement qu'il avait commis ces meurtres. L'influence des boards d'images anonymes sera mise sur la table lors de son procès, qui le mènera à être condamné à passer sa vie en prison. Et sachez une chose, dont vous vous doutiez probablement en vérité, certains internautes avaient tout de même célébré l'acte et son post sordide. Je vais m'arrêter là. Pour être très honnête avec vous, je pourrais passer encore beaucoup de temps à vous lister des cas de massacres insensés liés à 4chan, mais est-ce qu'énumérer des actes sordides pour le choc pendant 1 heure serait intéressant? Probablement pas. Il n'y a aucune morale et rien à retirer de ce genre de cas. Bon,
Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je vous invite toujours à mettre une distance entre vous et ce que vous venez d'entendre. J'ai pu donner l'image d'une plateforme emplie de dépravation dans cette vidéo, mais évidemment, faut pas généraliser. Les cas qui font le plus de bruit seront toujours les plus extrêmes, et les internautes normaux et mesurés dans leurs propos existent aussi sur la plateforme. Mais c'est toujours le négatif qu'on retiendra finalement. Le cocktail malsain de choc et de négatif touche directement à nos émotions et à nos peurs les plus sombres. Après avoir vu tout ça, on peut devenir un peu paranoïaque, au vu d'à quel point certains internautes dissimulés par un profil anonyme peuvent cacher une face très sombre. C'est pas parce que quelqu'un paraît bon sur internet qu'il l'est, mais à côté, c'est pas non plus parce qu'un réseau social a une quantité folle de racistes et de dépravés que tout le monde l'est, et que certains ne restent pas uniquement intéressés par des discussions bienveillantes et sans jugement, qui, là aussi, verront plus le jour sous couvert de l'anonymat. 4chan est difficile à décrire, il est un amalgame de pensées contraires protégeant ses internautes. Un amalgame qui permet certes tout type de débordement, mais aussi des discussions ouvertes. Et c'est donc complexe de se faire un avis. 4chan est parfois positif dans ces moments où la communauté s'unit pour s'opposer à la scientologie par exemple ou autres sectes, mais l'unification et l'aspect communautaire ne va disons pas que dans un sens. C'est pas possible. Merci de m'avoir suivi. C'était Grive. Portez-vous pour le mieux d'ici la prochaine fois.